Petite conférence sur un retour d'expérience que j'ai eu chez Bricomarché et Bricorama en 2020-2021 et je voulais vous le partager. Alors, merci à nos sponsors. Je pense que vous l'avez vu déjà dans les autres conférences, la page de nos sponsors, nos partenaires qui sont ici. On ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. C'est comme ça que j'aurais voulu intituler cette conférence, mais ça faisait un peu trop putaclic. Enfin, ceux qui me connaissent, c'est pas trop le style de la maison. Alors je vous pose une question. Vous faisiez quoi le 5 mai 2021 ? Vous entendez pas ? Très bien. Bon, il y a des gens qui n'entendent pas. Hop. Ok. Donc juste, c'est mieux. Ouais, super. Je répète. Donc on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. C'est comme ça que je voulais intituler la conférence. Mais ça faisait un peu trop putaclic. Vous faisiez quoi le 5 mai 2021 ? Ouais, ok. Ouais, bien. Tu mettais en prod la plateforme handicap. Ok. Il y en a d'autres qui étaient planqués pendant le Covid. Écoute, chacun son délire. Merci José. 5 mai 2021, c'est là où Bricorama a lancé un nouveau point de vente. Vous allez me dire, génial, un nouveau point de vente Bricorama. Alors c'est pas n'importe quel point de vente, c'est un point de vente qui a été imaginé, qui a été designé, qui a été conçu par des équipes Scrum. Ok, jusque-là tout va bien, j'ai perdu personne. Moi j'ai eu la chance justement d'accompagner ce projet dès le début. J'ai vu des vendeurs qui sont devenus Scrum Masters, j'ai vu des directeurs de magasins qui ont fait des sprint reviews en point de vente avec des clients. J'ai vu des silos se briser, j'ai vu des métiers qui ont créé des ponts entre eux. C'était juste incroyable et là je suis là justement pour vous raconter ça. Alors c'est loin d'être un exploit pour moi, mais il y a des gens qui m'ont convaincu de venir parler de cette expérience. Et me voilà aujourd'hui, donc pour vous montrer qu'en fait, quand l'agilité est bien incarnée, ça fonctionne très bien pour n'importe quel produit et pas que pour des lignes de code. Donc retour en arrière, en 2018, il faut savoir qu'en janvier 2018, le groupement des Mousquetaires, qui est derrière Bricomarché, rachète Bricorama, donc l'un des principaux concurrents, deux cultures, deux visions différentes qu'il va falloir unifier. L'objectif... On a eu un défi, en 2019, qui a été de créer justement un concept de magasin. Un concept de magasin innovant qui répond justement à toutes les nouvelles attentes des consommateurs, des clients. Et puis, on va pas se le cacher, les concepts étaient un peu vieillissants. Donc l'idée, c'était de remettre un petit peu tout ça au goût du jour. Sacré défi. Et ce défi, il s'appelait NEC, de nouvelle expérience client. L'objectif, c'était livrer 2 protos pour 2021. Un premier proto qu'on appelle grand format, un point de vente Bricorama de plus de 9000 m², juste pour vous donner une idée, c'est la taille d'un stade. Et puis un petit peu plus tard, un point de vente cœur de parc, Bricomarché, de 3000 m². Là, c'est plus des points de vente à taille humaine quand vous allez faire vos courses normalement. Et moi, je venais d'accompagner un projet similaire chez Intermarché qui s'appelait FabMag. Donc le but, c'était développer 4 concepts différents de points de vente pour Intermarché et on l'a fait en agile. Alors, les conditions étaient un petit peu différentes, mais je vais vous expliquer tout ça juste après. Et donc, c'est ce qui a un peu inspiré Bricomarché, Bricorama à se lancer là-dedans. Donc, pourquoi en agile ? Vous allez me dire, ouais, on peut le faire en mode classique, c'est la norme dans la grande distribution, on ferme un point de vente, on construit un concept, on le met au goût du jour, et puis c'est parti, on le rouvre, terminé. Mais en fait, clairement, là, il y avait des tas de choses qui ont fait que l'agile, c'était la meilleure approche possible et le choix le plus logique. Déjà, dans le retail, il y a une concurrence ultra féroce. Vous le voyez, dans la grande distribution, ça n'arrête pas de se battre à coups de pub, à coups de tout ce que vous voulez. Et en gros, si vous créez pas de valeur, les clients, ils vont voir ailleurs. Ils désertent. On voulait 2 concepts aussi, qui sont pas des one-shot, donc plutôt une approche produit. Des concepts qui peuvent évoluer dans le temps, des concepts qui sont pas, qu'on ne veut pas mettre à la poubelle d'ici 2 ans. Et aussi, il fallait, par rapport à cette concurrence et par rapport aux nouvelles attentes des clients, justement, pouvoir expérimenter à fond. Mais surtout, prendre le moins de risques possible. Parce que créer des nouveaux concepts points de vente, c'est des millions sur la table. Ça coûte extrêmement cher. Et donc là, on se parle justement de plusieurs millions d'euros et de 2 enseignes qui allaient crever si on faisait rien, si on rénovait pas justement les concepts, si on n'allait pas plus loin avec ça. Et donc il fallait aussi trouver un moyen de limiter le risque.
Donc l'agile, ça marche bien pour ça. Autre chose, réconcilier les cultures. Entre Bricomarché, Bricorama, deux cultures différentes, deux anciens concurrents qui ont encore du mal à fonctionner ensemble. Et quoi de mieux qu'un projet fédérateur pour les mettre ensemble. C'était tout trouvé. Et puis enfin, aligner toutes les strates de l'organisation. Alors vous allez rire, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi tes strates d'organisation? Bah, il y a le terrain, donc les gens qui sont dans les points de vente, des vendeurs, des directeurs. Il y a les gens qui sont en région, qui se chargent de l'animation commerciale, qui se chargent du déploiement des concepts. Et il y a les gens au siège, tout là-haut, qui vont imaginer les concepts, imaginer tout un tas de choses. Et puis il y a aussi les fournisseurs. Donc tous ces gens-là, il faut arriver à les faire travailler ensemble. Et puis dans un groupement d'indépendants comme les mousquetaires, c'est très 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 difficile. Et puis il y a des guerres de clochers entre les magasins, le siège, entre le fournisseur et le siège. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Et donc, quand on est arrivé là-dessus, moi j'étais coach agile au conseil interne. Quand on est arrivé voir Bricomarché, Bricorama, il y avait déjà quelques éléments de cadrage, mais bon, des éléments qui n'étaient pas encore terribles pour démarrer en agile. En gros, il y a des experts qui avaient bossé 2 ans sur des solutions et qui avaient fait une grosse étude de marché. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été voir les clients. Donc voilà, il y avait des idées un petit peu dans le vent. Donc fallait qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on les pousse vraiment à se reconnecter avec le client et le terrain. Et ça a été la prio numéro 1. Et donc, avant de lancer quoi que ce soit, on a repris les fondamentaux. On s'est posé la question, pourquoi on fait ça et pour qui on fait ça? En gros, on a été chercher le why. Et ça, c'est important, le why. On l'a travaillé avec les stakeholders, on l'a travaillé avec les futurs PO. On a pris le temps d'aller écouter les clients, on a pris le temps d'aller écouter les prospects, on a pris le temps d'aller écouter le terrain, justement, les gens en point de vente aussi. Ils vivent cette transformation, ces nouveaux concepts. C'est quoi leurs usages? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et le but, justement, c'est de comprendre là où ça coince. C'est quoi les irritants? C'est quoi les besoins? Et qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, pour faire la différence dans les points de vente? Et c'est là, justement, qu'a commencé le vrai travail de discovery. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples d'ateliers qu'on avait mis en place, qu'on avait mené. Et une fois qu'on a clarifié le pourquoi et le pour qui, on a été chercher le quoi. Et donc là, j'ai accompagné le métier dans des workshops. On a réfléchi avec des sponsors, des représentants des magasins, les métiers. On a aidé à clarifier les grands objectifs. En voilà quelques-uns. Réduire le temps de passage en caisse de 40%. Ça, c'est un vrai irritant majeur dans des points de vente, que ce soit grande distribution alimentaire, équipement de la maison, peu importe. Je pense que c'est aussi l'un de vos premiers irritants quand vous allez faire les courses. On a formulé des hypothèses. Donc derrière, nous prenons le pari qu'en faisant de l'encaissement en rayon, nous allons diminuer de 20% le temps d'encaissement en caisse. C'est une hypothèse qui est posée, qu'il faudra vérifier plus tard, évidemment. Donc ça, tout ce que vous voyez, ça peut paraître super classique dans le monde du software, mais côté point de vente, dans le retail, c'est une vraie révolution. Vous êtes juste en train d'exploser un modèle qui est hyper rationnel. Je vous le dis pour le contexte. Donc, vous vous en doutez, en 2020, les clients, ils consomment plus comme en 1980. Ils ont des smartphones, ils vont acheter sur Internet, etc., etc. Ils sont hyper connectés, ils sont mobiles. Ils veulent un parcours d'achat fluide qui réponde justement à leur nouveau style d'achat et à leur nouveau mode de vie. Je vous donne un exemple. Il y a un client qui trouve un produit, par exemple, sur une vidéo YouTube de rénovation, qui va venir sur notre site pour acheter le produit. Il va se rendre au drive pour aller le chercher. Peut-être qu'après, il va revenir chez lui, suivre une vidéo d'un conseiller sur notre site collaboratif. Et peut-être qu'après, il utilisera notre SAV, donc qui reviendra dans le point de vente. Donc clairement, vous voyez que le parcours est omnicanal. Et donc, on a défini 7 grandes étapes de ce parcours qu'on appellera plus tard les modules. Et c'est là-dessus qu'on a créé nos équipes. Le premier, c'est accueillir et conseiller. Tout simplement, c'est offrir des marqueurs, des repères aux clients, offrir un accueil humain, aussi bien en point de vente que sur les supports digitaux. Faciliter l'accès aux produits, c'est mettre en avant une offre visible, lisible, et puis surtout que le client puisse se repérer et trouver les bons produits. Aussi bien sur les supports digitaux que physiques. La prise en charge des projets, c'est un peu le cœur du réacteur du projet, c'est de se dire, tiens, nos clients ont peut-être des projets. Projet cuisine, projet de rénovation, projet salle de bain, les autres les adressent pas très bien. Nous, on peut peut-être faire beaucoup mieux. Donc, on va avoir une équipe qui va travailler dessus. Et donc, on va proposer un accompagnement complet pour la prise en charge des projets.
On avait l'aide au savoir-faire. On se dit que peut-être les clients, ils ont peut-être envie d'apprendre à poser leur carrelage, à faire eux-mêmes leur projet. Donc, mettre en place des tutos, leur apprendre comment faire, mettre en place des ateliers dans le point de vente, ça, c'est des idées parmi d'autres. Faciliter le paiement. Comment on fait plus simple, plus sécurisé, plus rapide, aussi bien en ligne qu'en physique. Renforcer, faciliter l'offre SAV, donc proposer des nouvelles approches de SAV. Qu'est-ce qu'on fait quand on ramène sa perceuse? Est-ce qu'on prête une autre perceuse, etc., etc. Des choses pour faciliter la vie des clients. Et enfin, la démarche RSE. Qu'est-ce qu'on fait justement par rapport au recyclage? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous les choix responsables, à la seconde main qu'il y a dans le monde du bricolage? Alors, ouch, on a créé les 7 équipes donc autour des 7 modules. Vous retrouvez les 7 équipes ici avec les titres des modules. Donc, il faut savoir que dans chacune des équipes, on avait un PO qui venait du métier, qui était spécialisé justement dans le métier en question. Par exemple, s'inscrire dans une démarche RSE, on avait un PO de la direction qualité du développement durable. Donc, il s'y connaît justement dans le business, si je peux utiliser cette expression. Au niveau des Scrum Masters, c'était du total volontariat. On n'avait pas de Scrum Master vraiment professionnel, donc on a pris des gens, des équipes qui voulaient être formés, qui étaient volontaires pour ça, donc parfait. Et puis tout un tas d'équipiers, tout un tas de développeurs qui avaient vraiment à eux tous toutes les compétences justement pour pouvoir adresser chacun des modules. Et on avait un total de 70 personnes. Alors il faut savoir qu'on a essayé tant bien que mal de faire des self-selecting teams. Self-selecting team, facile à dire. C'est des équipes auto-constituées. Donc, équipe auto-constituée, c'est de se dire qui est volontaire pour intégrer telle équipe, sachant qu'on va avoir besoin de telle et telle compétence dans telle équipe. Alors, ça n'a pas été très très facile. On n'a pas eu gain de cause partout. Par contre, là où on a pu l'avoir, ça a plutôt bien fonctionné dans les équipes. Il y avait un vrai engagement. Un autre point, c'était de dédier justement les équipiers, parce que 70 personnes quand même dans une enseigne, ça fait beaucoup de monde. Il y a du run à gérer, il y a du quotidien à gérer, et il y a le projet qui vient par-dessus. Ça, c'est pas facile. De dire, bah les gars, il va falloir se mettre sur le projet, mais en même temps, il va falloir continuer dans votre quotidien. Ça n'a pas été simple, et on en reparle un petit peu plus tard. Et puis, autour de ça, il y a eu des rôles transverses, donc product manager, qui va justement faciliter les décisions produits, porter la vision globale. On a des sponsors qui vont justement soutenir la vision et le sponsoring. On a diverses parties prenantes, le codir, des experts, etc., etc. Et puis moi, j'étais là en coach. Comment on a formé tout ce beau monde? Comment on a structuré tout ça? Alors d'abord, on a clarifié un petit peu les rôles, les attendus. Déjà savoir quelles sont les responsabilités de chacun là-dedans, pour éviter que ce soit le gros bordel, pardon pour l'expression. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer les formations. Et là, quand j'ai annoncé, les gars, vous allez travailler en agile. Bon, ça veut dire quoi l'agile? Ok. Donc, il a fallu former tout le monde. Effectivement, les équipes, les managers, les RH, les sponsors, le codir, les équipes terrain. Il a fallu former le maximum de monde. Pourquoi il a fallu former un maximum de monde? Parce que, justement, les personnes qui étaient dans les équipes que vous avez vues sur la slide avant, bah, quand ils rentraient dans leur service, ils travaillaient avec leurs collègues. Leurs collègues venaient filer un coup de main. Donc, il fallait aussi les former. Il fallait dire c'est quoi l'agile, pourquoi ton collègue travaille comme ça, et pourquoi il faut être un petit peu rapide, parce qu'on a une notion de sprint, il faut peut-être qu'il y ait un incrément à la fin. Ouf, ça faisait du monde à former quand même. On a eu deux énormes sessions avec des dizaines de personnes, c'était beaucoup. Et puis après, la structuration des équipes, bah, c'est là que la magie a commencé. Les équipes, elles ont défini leurs valeurs, elles ont défini leurs règles, elles ont défini leur mission, elles ont défini leur identité. Et c'est là où justement chacun a commencé à se sentir acteur du système. Vous voyez? Et donc, voilà, vous allez me dire, il y a un PI planning. Je vais cacher la photo, qu'il n'y a pas de PI planning. Une fois qu'on a formé les équipes, bah justement, il a fallu poser les fondations du projet. Et donc, qui dit parcours omnicanal, dit qu'il va y avoir des interactions en pagaille entre les divers métiers, les diverses personnes qui vont gérer les supports, le web, les apps, le physique, etc., etc. Donc, ça fait pas mal de bazar à synchroniser.
Et donc, il fallait partager la vision commune et qu'on synchronise nos objectifs. Donc, ça s'est fait dans une salle avec 3 équipes pour commencer sur 2 jours. Et donc, on avait un petit peu tout. On avait des chefs de rayon, des responsables marketing, des responsables IT, des gens qui faisaient de la com, des gens du terrain, des directeurs de points de vente. On avait un petit peu tout le monde mélangé autour des boards. Et c'est là où les équipiers ont vraiment commencé à travailler ensemble. Donc, ils ont réfléchi à leur plan, ils ont commencé à adresser leurs dépendances, ils ont planifié les premiers chantiers. Et là, on avait vraiment une dynamique collaborative qui démarrait, qui se mettait en marche. Donc là, je vous montre le dispositif agile tel que je l'avais imaginé et déployé d'ailleurs. Je l'avais conçu pour mettre au maximum en avant l'empirisme et l'expérimentation. Tout ça, ça a été découpé en 2 niveaux. Il y avait un haut niveau que j'appellerais programme, donc avec des grands cycles de 10 semaines. Ouais, vous voyez un petit peu une inspiration lointaine de Safe, voire de Less. Bon, marche un peu à l'époque, mais bon. Bref, les équipes déroulaient chacune 4 sprints, donc dans cette espèce de cycle qu'on a appelé programme sprint de 10 semaines, 3 sprints de 3 semaines et un sprint d'1 semaine où on faisait de l'innovation, on préparait les événements, etc., etc. Je vous parlerai après un petit peu plus en détail des événements du programme. Et puis au niveau des équipes, tout ce qu'il y a de plus classique, on avait du Scrum, on avait du beau Scrum, pas du Waterfall découpé en sprint claqué comme on peut voir un peu partout. On avait du vrai Scrum bien fait. On avait des pratiques issues de Kanban, José. Génial. Gestion active du flux, limitation du WIP, visualisation du workflow, tout ça. Donc c'était important pour pas que les équipes s'éparpillent. Principalement. On avait mis en place du design thinking pour aussi imaginer des solutions orientées client. Voilà, on en a fait pas mal. Ça nous permettait de tester rapidement des choses en point de vente que je vous montrerai plus tard. Et puis on avait aussi des pratiques issues du management 3.0 que j'avais mis en place pour accompagner le management justement à faire confiance, à soutenir les équipes, à soutenir le droit à l'erreur et tout ce que vous savez déjà, je pense. Le dispositif au niveau des équipes. Alors je vous en ai parlé un petit peu. On avait des sprints de 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que on était dans le monde physique. Et dans le monde physique, c'est pas évident de lancer des travaux en physique. Il faut savoir que les points de vente étaient ouverts. Donc on faisait des travaux dans le point de vente pendant qu'il y avait des clients. Donc pour nous, 3 semaines, c'était déjà un petit peu hardcore là-dessus dans le monde physique. Mais 3 semaines, ça nous permettait d'avoir des sprints suffisamment courts pour pouvoir apprendre et justement pouvoir expérimenter et ajuster sans que le risque n'augmente trop. Classique. Des sprint planning, que vous dire de plus. Des daily scrum, j'ai mis daily entre parenthèses, j'ai honte, entre guillemets, j'ai honte de dire daily. Ça se faisait tous les 2 jours. Il faut savoir qu'il y avait des équipiers en point de vente qui, comment dire, le run pour eux c'était la priorité. Il faut que le magasin tourne. Donc les mobiliser chaque jour sur le projet avec nous. Les daily, le matin, ils ont des briefings des gens en point de vente, c'était difficile de les avoir tous les jours. Donc le meilleur compromis qu'on ait trouvé, c'était aux 2 jours. On avait des sprint reviews communes qui se faisaient souvent en magasin. Je vous montrerai des photos. Ça a très bien marché. Des sprints rétrospectives, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, chaque équipe, j'y tenais, définissait son objectif de sprint. Ça me permettait justement de pouvoir avoir des objectifs définis par les équipes et puis qu'elles puissent trouver des solutions par elles-mêmes. Au niveau programme, c'était synchronisé donc à haut niveau, je vous en ai parlé un tout petit peu. On avait un programme planning, donc toutes les 10 semaines, c'était synchro inter-équipe. Les équipes étaient alignées, traitaient leurs dépendances, elles co-construisaient leur plan. À chaque sprint d'équipe, on avait mis en place un scrum de scrum, donc avec les Scrum Masters, les Business Owners et le coach, où là on craquait les obstacles organisationnels. On avait aussi un comité produit, donc là pour la partie effectivement plus produit, pour arbitrer les priorités produits, synchroniser les backlogs, etc. Et puis à la fin des 10 semaines, une programme review et une programme rétrospective. Donc programme review, effectivement, ça on le faisait aussi en point de vente, on présentait vraiment les gros incréments qu'on avait mis en place et qui normalement étaient déjà déployés dans le point de vente. Et les programmes rétrospectives, on avait un représentant de chacune des équipes, plus les business owners, où là justement on apprenait des leçons, on en avait tiré de notre programme sprint.
Pour parler un petit peu du quotidien des équipes, les business owners ont été plutôt cool. Ils nous ont mis une salle à dispo, complètement dédiée. On a pu mettre tout l'affichage des équipes, donc tout le management visuel, beaucoup de choses. Il y avait énormément de choses dans cette salle-là. On faisait tous nos meetings, on faisait nos événements, on faisait nos réunions, nos ateliers, où tout était équipé. Et quand on avait passé à 7 équipes au lieu de 3, on a eu une deuxième salle dédiée. Donc ça, c'est plutôt cool. Au moins, il n'y a pas à se battre à réserver des salles tout le temps. Je veux dire que ça diminue un petit peu la complexité du programme. Alors pendant le projet, j'ai pas laissé les équipes crever toutes seules dans la nature. J'ai tenu quand même absolument à ce que, au moins, à minima, les PO et les Scrum Masters soient accompagnés. Surtout les Scrum Masters dont c'était pas du tout le métier. Les PO non plus. Ils faisaient pas du tout de product management. Ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, dans leur business, mais ils faisaient pas de product management. Donc il a fallu vraiment les former à ça. Donc mise en place de communautés de pratique, un programme de formation continue. Tous les mois, on avait des ateliers ensemble pour monter en expérience là-dessus. J'ai aussi mis en place des activités pédagogiques, j'ai mis en place du mentoring aussi, qui a pas mal aidé pour monter sur l'apprentissage et l'amélioration continue. Et puis, petite victoire perso, c'est le pairing. Vous allez me dire, mais c'est bizarre de faire du pairing. Ouais. En fait, j'ai beaucoup encouragé le pairing parce qu'il y avait une vraie demande des équipes. Ils disaient, moi, j'aimerais bien apprendre un autre métier, j'aimerais bien aider mon copain qui fait de la com. Je suis peut-être à l'IT, mais la com, moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien en faire un petit peu. Ça m'intéresse. Ok, bah pas de souci. On va essayer d'en faire. Donc, on a, par exemple, un spécialiste IT qui a bossé avec un responsable marketing sur le nouveau programme de feed. Ça, c'était plutôt cool. D'ailleurs, cette personne, après, a changé de poste après le projet et justement est partie au marketing. Donc, ça a vraiment permis des changements de métier, des découvertes. Alors bon, ça a un petit peu grincé des dents chez les managers. Ils disaient, mais moi, mon gars de la com, je le paye pas pour qu'il fasse du market. Moi, mon gars de l'IT, je le paye pas pour qu'il fasse du RSE. Donc là, on a eu des petits problèmes avec ça. Je vous en parlerai à la fin dans les difficultés. Mais c'était dur pour eux, pour les managers, d'aller à l'encontre des collaborateurs qui, eux, voulaient vraiment toucher à tout, découvrir des choses, aider, aller sur le terrain, tester des nouvelles choses. Et il y a vraiment des gens qui se sont révélés et, comme je vous ai dit, qui ont pu changer à la fin de métier, à la suite du projet. Alors après, c'est important aussi d'essaimer dans l'entreprise au sein du métier. Il n'y a pas que le projet qui vit, il y a des gens qui peuvent se sentir aussi en dehors. Alors, on a mis en place des sessions ouvertes, des sessions d'information. Justement, vous reconnaissez un peu l'OBEA. Là, on avait fait des espèces de journées portes ouvertes où on présentait, tiens, qu'est-ce qu'on fait en agile? Ça ressemble à quoi l'agile? Ça ressemble à quoi dans le point de vente? Et justement, on a pu, au-delà de partager des informations, prendre le pouls auprès des collaborateurs. Je vous donne un exemple. On a monté des espaces formation dans les points de vente. Vous savez, on dit aux clients, tiens, vous pouvez en 1 heure apprendre à poser votre carrelage, vous assistez à la séance, et voilà. Donc on avait mis ça en place. Et pendant cette session-là, au siège, on a demandé aux collaborateurs, tiens, les espaces formation, quand il n'y a personne dedans et qu'il n'y a pas de formation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, il y a eu tout un tas d'idées qui ont été générées, et grâce à ça, on a pu justement encore itérer, trouver des nouvelles idées, tester des nouvelles choses en pratique. Il y a aussi eu des témoignages. Témoignages, c'est important. Les équipes qui sont déjà passées, quand on accueille une nouvelle équipe ou des nouvelles équipes, c'est bien de venir témoigner, de dire un petit peu voilà comment ça fonctionne dans nos équipes, dans les points de vente, comment est-ce qu'on met en place le concept, comment on a déroulé, comment on expérimente, etc., etc. Et puis après des petites choses anecdotiques comme un mur des questions, par exemple, qui était dans les couloirs où les gens venaient poser des questions sur des post-it et puis ils avaient la réponse dès le lendemain sur un autre post-it. Ça aidait aussi. Donc on a mis plein de choses en place pour essaimer vraiment au niveau du métier. Alors voilà, j'en arrive au cœur du projet. Justement, c'est là où on a tenté des dingueries. Faut savoir qu'on a tenté, et on en a fait, un maximum de sprint review en magasin, directement au contact du client. Je vous donne un exemple. Je vous ai raconté l'atelier d'aide au savoir-faire, où justement on apprend à poser son carrelage, découper un linteau, des choses comme ça. On a décidé pendant une sprint review de prendre des clients au hasard et de leur dire on vous offre 1 heure dans un atelier pour apprendre à poser du papier peint ou quelque chose comme ça. Et puis vous assistez à l'atelier
tout ce qu'on vous demande à la fin, c'est de répondre à nos questions, du feedback, etc., etc. Alors il y avait ça, et puis aussi on les observait. L'observation, tiens, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des difficultés à récupérer du matériel dans la salle? Comment est-ce qu'on peut mieux optimiser? On avait aussi évidemment le conseiller formateur qui, lui, nous donnait des feedbacks après sur la salle, la configuration, l'horaire, est-ce que c'est trop long, est-ce qu'il y a des clients qui décrochent ou pas. Donc ça, c'était vraiment très 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 précieux. On a aussi fait un test des uniformes, comme vous voyez, en point de vente, un jour de sprint review. On avait commandé un exemplaire de chaque uniforme qu'on avait en tête, qu'on avait dessiné. On a habillé des gens du siège et ils sont baladés dans le point de vente pendant 1 heure. Et ils ont compté tout simplement le nombre de sollicitations qu'ils ont eues, justement, pour avoir de l'aide, pour avoir du conseil. Et grâce à ça, on a pu savoir, tiens, voilà, entre le polo jaune et le tablier, qu'est-ce qui attire le plus, qu'est-ce qui fait que les clients viennent davantage nous voir et nous parlent davantage. Donc là, c'est plutôt cool. Il y a même un client qui nous a dit, c'est la première fois qu'on me demande mon avis comme ça en magasin. Ça fait plaisir. On va continuer, monsieur. Et puis, on faisait souvent des interviews en magasin. On allait observer, on allait aux caisses, on allait poser des questions aux gens. Tiens, votre expérience d'achat, votre expérience de paiement, est-ce que c'est plus rapide qu'avant? Est-ce que vous avez vu des nouvelles choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, on allait observer. Et puis, dernière chose aussi, c'est qu'on on s'autorisait le fait de faire des sprints très 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 courts au besoin. On est tombé à des sprints d'1 semaine, par exemple, pour la borne d'extension de gamme, ou pardon, je vous ai dit 1 semaine, sprint d'1 jour pendant 1 semaine. Voilà, pendant 1 semaine, on a fait 5 jours, un sprint. On avait besoin de feedback hyper récurrent sur le terrain, on testait des choses, on développait des choses, les clients venaient tester, on veut du feedback tout de suite, etc., etc. Alors comment ça se passe? Un petit sprint planning le matin, 1/4 d'heure, 20 minutes, un daily scrum en début d'après-midi, très court, fin de journée, une petite sprint review, 15-20 minutes, suivi d'une petite rétro, 1/2 heure, terminée. Le lendemain matin, on repart à nouveau. Et ça a bien fonctionné. Alors c'est épuisant, ne le faites pas trop longtemps, 1 semaine ou 2, parce que sur le terrain, quand on est toujours en contact avec les clients, c'est un peu épuisant. Donc en fait, c'est ça l'agile terrain. C'est pas du go no go dans 6 mois, c'est on descend, on va écouter les gens, on voit si ça marche et on ajuste. Alors, il y a beaucoup d'éléments du concept NEC qui sont nés d'un test terrain, d'un feedback client, d'une intuition d'équipe qu'on a pris un peu au sérieux. Et en fait, on fonctionnait en boucle d'apprentissage. C'est-à-dire, on détectait un problème, on détectait quelque chose, un irritant, un besoin. Qu'est-ce qui se passait? On formulait une hypothèse. Tiens, nous faisons le pari que en faisant ça, il va se passer ça. Super. Un petit proto. Alors là, on passait pas trop de temps dessus. On le testait en magasin, on apprenait, on ajustait, on pivotait. Et puis on continuait comme ça. Donc ça, c'est vraiment une vraie organisation agile. C'est vraiment une organisation qui a la capacité à s'adapter au changement. Une organisation qui est capable de créer de la valeur comme ça. Alors je vous ai mis quelques exemples d'hypothèses qu'on avait créées, qu'on a formulées. Donc par exemple, voilà, je vous avais donné celui-là au début, et puis nous pensons que proposer des ateliers augmentera de 20% le taux de passage à l'achat d'un projet chez des clients novices, car ils auront levé leurs freins liés à la complexité perçue. On avait mis en place beaucoup d'hypothèses qu'on a été vérifiées, qu'on a souvent affirmées, qu'on a parfois infirmées, mais tant mieux, on a découvert comme ça. Mais pour ça, pour les vérifier, il fallait qu'on ait des indicateurs. Vous allez me dire, mais comment il fout des indicateurs dans un point de vente celui-là? Eh ben, il y en a quand même. Voilà quelques indicateurs. Alors, par exemple, je vous parlais des projets. Les projets, nous, le but, c'était justement qu'il y ait de moins en moins de clients qui abandonnent leur projet. Donc, évidemment, on suit le taux d'abandon. Combien de projets vont jusqu'au bout? On peut aussi suivre le lead time qu'on a fait. C'est quoi, justement, le temps qui s'est écoulé entre le premier contact et l'aboutissement du projet du client? Donc, il y avait des interviews, des enquêtes, du quali, du quanti. Sur la fabrique, donc l'atelier dont je vous parlais, c'est quoi votre niveau de confiance pour vous lancer? Est-ce que vous avez pu justement mettre en œuvre votre savoir-faire? Ça a été quoi le cross-selling derrière? Qu'est-ce qu'ils ont acheté comme outil, comme matériel après avoir suivi un cours? Ça c'est cool, ça augmente les achats, donc il faut le suivre ça. Le paiement, le temps moyen en caisse, voilà, je vous donne plein d'autres exemples de métriques qu'on a pu suivre. Alors, concrètement, je vous l'ai dit, nous, il fallait qu'on programme les travaux en gardant les points de vente ouverts. Bon, évidemment, c'était sécurisé, hein,
les clients passaient pas sous les échafaudages, ça va de soi. Mais qui dit que les travaux se font quand le point de vente est ouvert, dit que les vendeurs aussi, et les conseillers, voient des choses qui évoluent dans leur point de vente. Donc il fallait une formation en continu. Donc il a fallu aussi travailler avec les RH là-dessus, pour mettre en place justement des formations en mode empirique, de l'apprentissage continu. Donc on testait des formations, on les adaptait. Il y avait des nouvelles choses qui étaient mises en place dans le point de vente, comme des espaces occasions, donc il fallait que les conseillers puissent renseigner là-dessus. Donc on créait nos formations au fur et à mesure qu'on déployait des choses dans le point de vente. Donc résultat, à la fin, on s'est retrouvé avec un magasin qui était plus un simple lieu de vente, mais c'était vraiment un parcours fluide, quelque chose qui offrait une nouvelle expérience aux clients et qui était vraiment orienté client, parce qu'on a travaillé avec les clients. On a construit des univers assez immersifs, on a construit des services SAV assez rupturistes, des choses comme du prêt de matériel. Les clients pouvaient aussi créer leur propre couleur de peinture sur mesure. Voilà, c'est des choses qu'on a été chercher un petit peu en interrogeant les uns et les autres, en les regardant faire, en voyant leurs usages. Ça nous a permis justement de mettre en place des choses vraiment rupturistes. Alors, parlons un peu des difficultés, parce qu'il y a eu des difficultés quand même. Ça, c'est des vrais insights qui ont été recueillis à mi-projet par un cabinet de consultants qui était venu, complètement indépendant, qui a interrogé des points de vente, des collaborateurs, des directeurs, et qui nous ont remonté tout ça. Donc évidemment, la classico-classique, manager qui peine à lâcher le contrôle. Je peux faire une blague, je peux dire OK Google, ça va déclencher tout. Donc des managers qui peinent à lâcher le contrôle, ça c'était difficile pour eux, il a fallu les accompagner, mais c'était vachement nombreux, les managers. Les RH ne nous ont pas laissé forcément aller former tous ces managers. Pas le temps, pas l'énergie, les managers ont autre chose à consacrer, c'est plutôt les équipes qu'il faut former, donc assez difficile là-dessus. Classique dans un grand groupement d'indépendants comme les Mousquetaires, c'est une organisation d'enseigne, une politique interne assez, assez lourde, avec des problèmes d'arbitrage. Parce que vous savez, les collaborateurs, on va les mettre sur le projet, mais en même temps, il faut qu'ils continuent le run. Ah, mais il faut faire un choix. Bah non, pas de choix. Il faut qu'ils continuent l'un et l'autre. Ah ouais, mais vous avez poussé les gens à bout, là. Donc c'est un petit peu difficile. Il y a des décideurs aussi, qui ont pas mal de pouvoir. Les adhérents, par exemple, pour vous la faire courte, c'est les propriétaires des points de vente. C'est ceux qui ont un petit peu tout le pouvoir du côté du groupement des Mousquetaires ou dans tout autre groupement d'indépendants. Et puis, vous avez beau laisser la décision à des équipes, si eux viennent par-dessus, tapent du poing sur la table et disent non, ça va marcher comme ça, c'est moi qui paye, c'est moi le sponsor, on va suivre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi des décideurs qui n'étaient pas assez formés, ça je vous en ai parlé. On a eu un veto des RH malheureusement là-dessus. Leur faites pas perdre trop de temps, 15 minutes maximum, etc. C'était un petit peu compliqué sur cette partie-là. Et puis par-dessus, on avait la petite cerise qui s'est posée, c'était le Covid, tranquille. L'histoire de. On a quand même eu pas mal de positifs. Et ça, franchement, c'est ce qui nous a fait tenir. Le positif a été quand même immense. On a eu quand même une fusion assez réussie entre Bricorama et Bricomarché, notamment grâce au projet. Ça les a vachement rapprochés. Ça a permis d'avoir justement une vision commune. On a réussi à réconcilier, et on va rester quand même assez relatif, le terrain et le siège. Il y a souvent un peu des bastons entre les deux. Donc le fait de travailler avec eux dans les mêmes équipes, ça a recréé du lien de confiance. On a pu aussi décupler la motivation des collaborateurs, qui étaient justement heureux de toucher à du concret, qui étaient heureux de pouvoir être engagés dans quelque chose de plus grand qu'eux. De l'efficacité, l'agile c'est moins de blabla, plus de concret, plus de terrain, plus de clients. Ça marche plutôt bien. Et puis après, des choses comme l'innovation, la cohésion, des équipes pluridisciplinaires, donc qui justement décident des meilleures solutions, tant qu'ils ne perdent pas le contact avec le client. C'était le cadre qu'ils avaient. Donc les retours qu'on a eus, moi c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué dans l'histoire, parce que c'était vraiment assez positif. Au niveau des résultats, le concept a été applaudi par la presse.
Il a été récompensé à plusieurs reprises. On a eu trois prix, 3 trophées. Bref, bon ça c'est que c'est des bibelots hein, sur des étagères comme on dit. Mais dans le marché en 2021, il fallait voir qu'il y avait le Covid et le marché du bricolage était quand même en net recul. Les gens pouvaient pas trop sortir de chez eux. Fallait quand même faire des projets d'achat, mais pas trop. Et l'enseigne a quand même réussi à maintenir son chiffre d'affaires alors que le marché recule. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si c'était à refaire, moi je referais des choses autrement, c'est sûr. Déjà d'une, je me serais un petit peu mieux entouré. Non, je dis pas ça pour mes collègues s'il y en a dans la salle, mes anciens collègues. J'aurais formé des ambassadeurs, déjà. Des gens qui m'auraient aidé justement, on aurait peut-être décuplé la force sur le terrain pour soutenir les managers, soutenir les équipes. Parce que honnêtement, seul, je pouvais vraiment pas être partout. Le deuxième point, ça aurait été un peu plus de pédagogie. Donc, ça rejoint un peu le premier point, le fait qu'on soit plus nombreux, donc plus de pédagogie auprès des managers et des sponsors et des parties prenantes pour dédier davantage les équipiers, qui soient pas à la fois dans le run et en plus sur le projet, parce que ça, honnêtement, c'était double peine pour eux. Et puis aussi avoir un petit peu plus de soutien des managers pour que les collaborateurs puissent toucher un petit peu à tout, à d'autres domaines de métier. On dit, bah ouais, mais ton gars de la com, il veut aussi toucher à du marketing, il veut toucher à de l'IT, laisse-le faire. Et de l'autre côté, nous, on avait des menaces, si vous le mettez sur autre chose, je le sors du projet. Ouais, mais on en a besoin. Donc, bon, on s'écrase et puis on voit. La notion de prototype, elle n'était pas comprise par tout le monde. Vous savez, un prototype, on teste des choses, on apprend, parfois on jette. Et le parfois on jette, tout le monde n'a pas encore acquis. Donc voilà, il aurait fallu effectivement que les gens ne tombent pas trop amoureux de la solution, mais c'est difficile quand c'est vraiment un métier, quand il y a des millions sur la table, c'est difficile quand même à pousser cette idée. Et puis, vous savez que le projet, au fur et à mesure du temps, les sponsors, les parties prenantes venaient dans les reviews puisqu'ils adoraient ça. Et ils disaient tiens, viens voir, c'est pas mal. Dans les points de vente, ils montrent des trucs. Il y a des clients qui viennent et tout. Viens voir. Donc ils s'invitaient entre eux. On a commencé à 10, on était 15, on était 20. Après les sprint review, il y avait plus de gens du siège que des clients. C'était juste l'horreur. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Ça faisait beaucoup de monde et donc des gens qui avaient tous un avis à donner, tous du feedback à donner. Pas facile. Mais bon, quand même, moi, je signerais sans hésiter pour recommencer ça. Et puis, au final, on a quand même livré. Faut savoir qu'on a tenu, on a livré, on a prouvé que c'était possible. Et puis, surtout, on a prouvé que l'agilité pouvait quand même réconcilier les idées avec les actes. Alors, moi, je voudrais vous laisser avec 4 idées simples. On va conclure avec ça. Hein. Le premier, c'est que l'agile, c'est une culture de terrain. Quand on donne le pouvoir à ceux qui savent et ceux qui font, ça change beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que le client, c'est pas une cible à abattre. Il n'y a pas une cible dans le dos. C'est un co-concepteur. C'est avec lui qu'il faut travailler. C'est lui qui va rendre le produit crédible. C'est lui qui va rendre le produit humain et utile, justement, pour la suite. Le changement commence par la confiance. Bah ouais, ça commence pas avec des affiches sur les murs comme on voit partout. Ouais, l'agile c'est cool, l'agile c'est bien. Ça marche pas comme ça. Donc, mettre un objectif commun, développer la confiance, il n'y a rien de tel pour la suite. Et puis, surtout, embarquer le management, embarquer les RH. Sans eux, il se passera rien. C'est eux qui soutiennent l'engagement. C'est eux qui vont soutenir tout le monde. Donc, il faut absolument les embarquer. Alors, ce qui est bien, c'est que ce projet, il n'a pas transformé uniquement des magasins. Il a aussi transformé des gens. Il a aussi transformé une culture. Et puis ça, justement, ça a pu créer des liens entre des gens qui autrefois étaient concurrents, qui autrefois pouvaient même pas se saquer. Et peut-être même, il y avait des gens dans des open space qui s'étaient jamais parlé. Pourtant, ils étaient exactement dans le même open space. Et ça, il n'y a aucun plan stratégique et il n'y a aucune méthode qui peut le décréter. Ça, faut le vivre. Et puis, moi, je vous dis, ça a prouvé une chose essentielle, c'est que l'agile, quand c'est bien incarné, ça marche partout. Ça fait juste des miracles, peu importe le secteur. Et puis, moi, je voudrais vous dire, on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait.